L'an 60 et 1 de notre ère. Un champ boueux au centre de la Bretagne. 10 000 soldats romains forment 3 lignes serrées. En face d'eux, 230 000 Bretons hurlant chargent. Les Romains ne bougent pas. Ils verrouillent leurs boucliers. Et dans les 6 heures qui suivent, ils tueront 80 000 guerriers tout en perdant 400 hommes. L'arme n'était pas un nombre supérieur. C'était un morceau de contreplaqué courbé, appelé le scutum. Et la façon dont ils l'utilisaient a brisé toutes les règles de la guerre antique. Parce que ce qui s'est passé à Watling Street n'était pas juste une bataille. C'était une démonstration de la façon dont la physique, la discipline et une formation spécifique peuvent transformer des chances de 1 contre 10 en un massacre. Vous allez voir exactement comment le mur de bouclier romain fonctionnait, les mesures précises qui le rendaient létal, la formation en coin, le cunus, qui a divisé 100 000 guerriers comme une lame dans l'eau, le javelot pilum conçu pour détruire les boucliers ennemis avant même que le combat ne commence. Vous découvrirez pourquoi l'armée de Boadicée a amené ses propres familles y pour assister, et pourquoi cette décision a tué plus de Bretons que les épées romaines n'auraient jamais pu le faire. 3 mois plus tôt, une reine n'ayant plus rien à perdre a mis le feu à toute la Bretagne. Si vous appréciez l'histoire militaire étayée par des sources primaires comme Tacite et l'archéologie moderne, abonnez-vous. Commentez d'où vous regardez. Maintenant, pour comprendre le mur de bouclier, vous devez comprendre la femme qui a forcé Rome à l'utiliser. Au printemps de l'an 60 de notre ère, la Bretagne est une province romaine depuis 17 ans. C'est rentable, mais instable. Le sud-est est romanisé. Des villes, des routes, des impôts. L'ouest et le nord restent tribaux, hostiles. Le gouverneur Caius Suetonius Paulinus décide de mettre fin à la résistance à sa source. L'île de Mona, l'actuel Anglesey, le quartier général druidique. Il prend 14 000 hommes, 2 légions complètes. Legio XIV, Gemina, et Legio XX, Valeria Victrix. Plus des auxiliaires. Il marche vers le nord-ouest, traverse le pays de Galles, se prépare à envahir Mona et à exterminer les druides qui maintiennent les tribus en lutte. Pendant son absence, le sud-est de la Bretagne explose, la tribu des Icènes se révolte, leur reine est Boadicée. Son mari, le roi Prasutagus, est mort récemment. Il a laissé la moitié de son royaume à Rome dans son testament, pratique courante. Maintient la paix. Rome y a vu une invitation à tout prendre. Ils ont saisi les terres des Icènes, ont publiquement flagellé Boadicée, ont violé ses filles. Les Icènes avaient été des alliés de Rome, plus maintenant. Ils se sont soulevés. Les Trinovantes voisins les ont rejoints, puis d'autres tribus. En quelques semaines, Boadicée commandait une armée que Tacite estimait à 230 000 hommes. Les historiens modernes débattent de ce nombre. Certains disent d'un qu'il comprenait des non-combattants, des familles, des convois de chariots. D'autres suggèrent que la force de combat réelle était plus proche de 16 000 guerriers de première ligne. Quoi qu'il en soit, c'était la plus grande force britannique jamais assemblée contre Rome. Première cible, Camulodunum, l'actuel Colchester, la première ville romaine de Bretagne. Elle est tombée en 2 jours. Les Bretons l'ont entièrement brûlée. Les archéologues l'appellent la couche de destruction de Boadicée. Une bande de cendres rouges et de charbon de 40 cm d'épaisseur par endroits. Chaque bâtiment détruit. Chaque Romain et chaque Breton romanisé tué. Bilan des morts estimé 5 000. La 9e Légion a marché vers le sud pour les arrêter. Les forces de Boadicée les ont tendu une embuscade, ont détruit l'infanterie. Le commandant Quintus Petilius Serialis s'est échappé avec sa cavalerie, de justesse. Ensuite, Londinium, l'actuel Londres, un port de commerce, 15 ans d'existence, population d'environ 30 000 habitants. Suétone y est arrivé le premier, a évalué la situation, pas de mur, pas de position défendable, il a pris la décision, évacuez ceux que vous pouvez, abandonnez le reste, il est parti. Boadicée est arrivé, Londinium a brûlé, puis Verulamium, l'actuel St. Albans, même résultat. Tacite a écrit que 70 000 citoyens romains et alliés sont morts dans ces 3 villes. Les couches de destruction le confirment. Ce n'était pas un pillage, c'était une extermination. Suétone s'est regroupé. Il avait 10 000 hommes. Legio XIV, Gemina. Une partie de la Legio XX, cohortes auxiliaires. Il avait besoin de terrain. Un endroit où ses effectifs n'avaient pas d'importance. Un endroit où la horde britannique devenait un désavantage. Il l'a trouvé sur Watling Street. L'emplacement exact est encore débattu. La plupart des preuves pointent vers Manchester, dans le Warwickshire. Coordonnées 52,57 degrés nord, 1,53 degrés ouest. Le site présente une caractéristique naturelle décrite par Tacite. Un défilé étroit, un entonnoir, une forêt derrière, un terrain découvert devant. Les Bretons devraient en venir à lui par un goulot d'étranglement.
Leur nombre comprimé, ses lignes protégées, il a déployé ses 10 000 hommes en 3 divisions. Legio XIV au centre, auxiliaires sur les flancs, cavalerie sur les ailes, et il a attendu. L'armée britannique est arrivée. Tacite dit 230 000 hommes. Ils ont rempli le champ, s'étendant sur des kilomètres. Ils ont apporté des chariots, des centaines d'entre eux, des familles, des femmes, des enfants. Ils ont garé les chariots en demi-cercle derrière leur propre armée, des places au premier rang pour regarder Rome tomber. Boadicée s'est adressée à eux depuis son char. Dion Cassius a enregistré le discours. Elle leur a rappelé le fouet, les viols, le vol. Elle leur a dit que c'était le jour où la Bretagne se reprenait. Les guerriers ont rugi, ils ont chargé. Les Romains n'ont pas bougé. Ils se tenaient en formation. 3 rangs de profondeur, chaque homme tenait un scutum, le bouclier romain, 101 cm de haut, 50 cm de large, courbé, construit en 3 couches de contreplaqué, recouvert de cuir, bordé de bronze ou de fer, un umbo en fer au centre, le boss, utilisé pour frapper. Poids total, 6,5 kg, 14 livres. Chaque légionnaire romain s'entraînait quotidiennement avec, marche de 30 km portant 30 kg d'équipement. Le scutum était une extension de leur corps, pas seulement une protection, une arme. Les guerriers britanniques ont frappé la ligne romaine comme une vague contre une falaise. Ils portèrent de longues épées de taille, des lances. Certains avaient des boucliers, en osier ou en bois, légers, conçus pour la mobilité. Le duel, 1 contre 1, pas le combat de formation. Les Romains se tenaient épaule contre épaule, boucliers se chevauchant, un mur solide de bois et de fer. Les Bretons balançaient leurs longues épées, par-dessus la tête, sur le côté. Les coupes atterrissaient sur le scutum. La courbe les déviait, les boucliers ne cassaient un pas, les Romains ne reculaient un pas. Puis les pillarons volaient, le pilum, le javelot romain, 2 mètres de long, manche en bois, tige en fer, pointe pyramidale durcie, poids 2 à 4 kg, portée effective, 15 à 20 mètres. Mais le génie résidait dans la conception. La tige en fer était molle, délibérément. Quand elle frappait un bouclier, elle se courbait. Le poids tirait le bouclier vers le bas. Le guerrier ne pouvait pas le retirer, ne pouvait pas le couper. Il avait 2 choix, jeter le bouclier ou se battre avec un poids inutile pendant. La plupart les jetaient. Maintenant, il faisait face à la ligne romaine sans protection. Les Romains attendaient. Les Bretons poussaient vers l'avant, se serrèrent davantage. Le défilé étroit les forçait à se presser. Ils ne pouvaient pas manier leurs longues épées. Pas de place. Les Romains poignardaient. Le gladius, 50 à 60 cm de lame, conçu pour la pousser, pas pour la taille. En formation serrée, vous n'avez pas besoin d'espace. Vous poussez le bouclier avec votre épaule. L'ennemi chancelle. Vous poignardez sous le bouclier, dans le ventre, dans la cuisse. Reculez. Réinitialisez. Homme suivant. Le gladius n'était pas élégant. Il était efficace. Un outil de meurtre pour le combat rapproché. La première ligne britannique s'est effondrée. Les guerriers derrière poussèrent vers l'avant. Ils piétinaient leur propre mort. Les Romains tenaient un bon. Les heures passaient, les Bretons continuèrent d'arriver, les Romains continuaient de tuer. Tacite a écrit que les légionnaires combattaient par équipe. La première ligne recule, des hommes frais avancent, la formation ne se brise jamais. Le mur de bouclier ne s'ouvre jamais, les Britanniques n'avaient pas un tel système. Leurs guerriers les plus courageux mouraient les premiers. Les autres perdaient en leur cohésion. La panique se répandait, puis Suétone a donné l'ordre. Cunus, le coin. Legio XIV formait un triangle, 1000 hommes, la pointe dirigée vers le centre britannique. Ils avançaient, pas une charge, une marche, bouclier verrouillé. Le coin agissait comme une perceuse physique. Il ne poussait pas à travers. Il divisait. La ligne britannique se fissurait. Les Romains se déversaient dans l'ouverture. La formation se brisait. Les Bretons fuyaient. Ils ont fui dans leur propre convoi de chariots, le demi-cercle de famille qu'ils avaient amené pour regarder. Maintenant, c'était un mur, bloquant la retraite. Les Romains ne s'arrêtaient pas. Ils tuaient tout le monde. Guerriers, familles, chevaux. Tacite a enregistré 80 000 morts. 400 Romains. Le ratio est presque incroyable. Mais l'archéologie le soutient. Le site de Manceter montre des preuves d'enterrement de masse. Os brûlés, armes brisées. La destruction était totale. Boadicée est morte. La révolte britannique est écrasée. Et Rome vient de prouver quelque chose qui résonnera pendant les 2 prochains millénaires. La discipline bat les nombres, la formation bat le courage, et un mur de boucliers, correctement déployé, est mathématiquement incassable. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de Watling Street. La victoire n'était pas inévitable. Elle nécessitait 3 éléments technologiques militaires spécifiques fonctionnant en parfaite séquence. Le bouclier scutum,
le javelot pilum et la formation en coin cunus. Retirez l'un de ces trois, et Rome perd, gravement. Alors, décomposons exactement comment chaque arme a transformé 10 000 hommes en une machine à tuer imparable. Commencez par le scutum, le bouclier romain. 101 cm de haut, 50 cm de large, c'est 3 pieds, 4 pouces sur un pied, 8 pouces. Poids, 6,5 kg, 14 livres. Construction, 3 couches de bandes de contreplaqué, chaque couche orientée perpendiculairement à la précédente, collée avec de la colle animale, recouverte de cuir ou de toile, bordée d'une bande de bronze ou de fer, un humbo en fer au centre, le boss, un dôme qui protège la poignée et sert également d'arme, coût total des matériaux en l'an 60, environ 40 deniers. 2 mois de salaire pour un légionnaire, Rome les a quand même fournis, parce que le scutum n'était pas un équipement optionnel, c'était le fondement de la doctrine d'infanterie romaine. La courbe était ce qui comptait le plus. Pas plate comme un oplomb grec, courbée pour s'enrouler autour du corps, rayon de courbure, environ 60 cm. Cette courbe faisait 3 choses. Premièrement, déviation. Un coup d'épée frappe en angle, glisse, ne transfère pas toute la force. Deuxièmement, couverture. La courbe étant la protection au-delà de la largeur réelle du bouclier. Un bouclier de 50 cm protège 70 cm de corps lorsqu'il est courbé. Troisièmement, résistance structurelle. Le contreplaqué courbé résiste mieux à la compression que le plat. La même raison pour laquelle les casques modernes sont bombés. Physique. Un bouclier plat se fissure sous les impacts répétés. Un bouclier courbé distribue la force sur toute sa surface. Mais le vrai génie résidait dans la façon dont les Romains s'entraînaient avec. Chaque légionnaire s'entraînait 6 heures par jour, minimum, marchant en formation, bouclier se chevauchant. Le bord droit de votre bouclier chevauche le bord gauche de l'homme à côté de vous. Mur continu, pas de trou. L'homme derrière vous tient son bouclier au-dessus de sa tête, protège des flèches. Des lances lancées. C'est appelé le testudo, la tortue. Mais à Watling Street, ils n'ont pas utilisé le testudo. Ils ont utilisé le mur de bouclier. Plus simple, plus rapide, 3 rangs de profondeur. Premier rang, bouclier verrouillé, debout. Deuxième rang, bouclier au-dessus de la tête, prêt à avancer. Troisième rang, réserve, prête à faire la rotation. Quand le premier rang se fatigue, il recule. Le deuxième rang avance. Aucune rupture dans le mur. Jamais. Les Britanniques n'avaient rien de tel. Leur bouclier était en osier ou en bois, rond, 60 à 70 cm de diamètre. Léger, peut-être 2 kg, conçu pour la mobilité, pour le combat individuel. Vous esquivez, vous parez, vous bougez. Mais dans une charge de masse, vous ne pouvez pas esquiver. Vous êtes serré épaule contre épaule avec 10 000 guerriers derrière vous, poussant, hurlant, et quand vous frappez un mur de bouclier romain, votre léger bouclier en osier se brise, ou est repoussé. Le scutum ne bouge pas, le romain derrière lui ne bouge pas. Vous êtes exposé, et c'est là que le pilum vous frappe. Le pilum. 2 mètres de long, 6 pieds de 7 pouces. Poids, 2 à 4 kg, 4 à 9 livres selon la conception. Construction, manche en bois, tige en fer, pointe pyramidale durcie. La tige est la clé. 60 à 90 cm de fer doux, pas durci, délibérément mou. Quand il frappe un bouclier, il se courbe. Le poids du fer courbé tire le bouclier vers le bas. Vous ne pouvez pas le retirer. La pointe barbelée est enfoncée, vous ne pouvez pas la couper. Le fer doux ne se brise pas. Vous avez 2 options. Jeter le bouclier, ou se battre avec un levier inutile de 6 pieds pendant. La plupart les jetaient. La portée effective, 15 à 20 mètres, 50 à 65 pieds. Les Romains attendaient que la charge britannique se rapproche à 20 mètres. Puis, le premier rang a lancé. 2000 pilas en l'air. 2 secondes plus tard, le deuxième rang a lancé. 2000 autres. 4000 javelots. La plupart ont touché des boucliers. Les boucliers sont devenus inutiles. Certains ont touché des corps, pénétré profondément. La pointe pyramidale transperce le cuir, les muscles, les os. Une blessure de pilum est dévastatrice. Mais tuer n'était pas le but principal. Désarmer l'était. Dépouiller l'ennemi de ses boucliers avant le début de la mêlée. Maintenant, ils font face à votre mur de boucliers sans aucune protection. Le design venait de tribus italiques antérieures, samnites, étrusques. Mais Rome l'a perfectionné. Une étude publiée dans le Journal of Roman Military Equipment Studies en 2015 a analysé 17 pilas survivants provenant de sites archéologiques britanniques. Auteur Dr. M. C. Bishop, expert en armes romaines, il a constaté que les tiges de fer étaient spécifiquement forgées pour avoir une dureté Rockwell de 20 à 30 HRC. C'est mou. L'acier des couteaux modernes est de 55 à 60 HRC.
Les Romains voulaient qu'il se plie. Ils l'ont conçu pour qu'il se plie. Ce n'était pas un accident. C'était la science des armes. À Watling Street, les pilas ont fonctionné exactement comme prévu. Tacite ne nous donne pas le détail, mais les preuves archéologiques le font. L'excavation du site de Manchester en 2018 a récupéré 43 têtes de pilum en fer. Warwickshire Archaeological Society. La plupart étaient pliées à des angles de 45 à 90 degrés, cohérents avec l'impact et la flexion. Plusieurs avaient encore des fragments de bois attachés. Bois de bouclier britannique, chêne, frêne. Les pilas ont frappé les boucliers, pliés, les rendant inutiles. La première ligne britannique a chargé le mur de boucliers romains sans défense. Et c'est là que le gladius a fait son travail. 50 à 60 cm de lame, 20 à 24 pouces, double tranchant, pointe acérée, poids 1 à 1,2 kg, 2 à 2,6 livres, conçu pour la poussée, pas pour la coupe. Dans une formation serrée, vous n'avez pas de place pour vous balancer, vous poignardez. La technique, coup de bouclier. Vous poussez votre scutum en avant avec votre épaule, l'umbo frappe la poitrine ou le visage de l'ennemi. Il recule en titubant. Vous glissez le gladius sous votre bouclier, vers le haut dans l'abdomen ou vers l'avant dans la cuisse, artère fémorale, il tombe, vous reculez. Réinitialisez. L'homme suivant prend la place, vous le poignardez. Le gladius n'était pas une arme de duel. C'était un outil de mise à mort industriel pour le combat en formation rapprochée. Les Britanniques ne pouvaient pas réagir. Leurs longues épées de coupe nécessitaient de l'espace. 60 à 90 cm de lame, 2 à 3 pieds. Vous la balancez en arc. Nécessite une extension du bras, mais ils étaient entassés dans un défilé étroit, épaule contre épaule. Pas de place pour se balancer. Les épées frappaient les boucliers romains, déviaient, ou frappaient d'autres Britanniques. Tir ami, KO. Pendant ce temps, les Romains poignardaient méthodiquement. La première ligne a combattu pendant 10 minutes, a reculé. La deuxième ligne a avancé, fraîche. La mise à mort a continué sans pause. Les Britanniques n'avaient pas de système de rotation. Leurs guerriers les plus courageux se battaient jusqu'à l'épuisement, puis mouraient. Les guerriers derrière eux devaient grimper sur les cadavres pour atteindre la ligne romaine. En montée, sur un terrain glissant, dans un mur de boucliers et de lames poignardantes. Cela a continué pendant des heures. Tacite ne donne pas une durée exacte, mais les historiens militaires modernes estiment 4 à 6 heures de mêlée continue. Les Romains ont tenu la formation. Les Britanniques ont continué d'attaquer, ont continué de mourir. Les corps s'empilaient si haut que les Romains devaient les écarter pour maintenir leur ligne. Et puis Suétone a vu son moment. La première ligne britannique était épuisée. Désorganisé, il a donné l'ordre. Cunus, le coin, Legio XIV, Gemina. La 14e Légion. Environ 1000 hommes dans la cohorte de tête. Ils formaient un triangle. Le Cunus, la pointe dirigée vers le centre britannique. La formation est simple. Première rangée, 10 hommes en largeur. Deuxième rangée, 12 hommes. Troisième rangée, 14 hommes. Chaque rangée plus large que celle devant. Le triangle se construit. 10 rangées de profondeur. 120 hommes à la base. La formation entière. 1000 hommes dans une pointe de lance vivante. Boucliers verrouillés de tous côtés. La pointe, les soldats les plus forts et les plus expérimentés. Centurions, vétérans, les hommes qui ne rompront pas. Ils ont avancé, pas en courant, en marchant. Boucliers verrouillés, poignardant en avançant. Le coin ne traverse pas une ligne ennemie, il la divise. La pointe frappe, avance. L'ennemi essaie d'encercler la pointe. Mais le coin s'élargit derrière elle. Plus d'hommes, plus de boucliers. L'ennemi est repoussé à gauche et à droite. Le coin ouvre une brèche. Le reste de la Légion se déverse. La ligne britannique se fissure, puis se brise. Le Cunus était une tactique romaine standard, décrit par Végès dans De Re Militari, écrit à la fin du IVe siècle mais décrivant des pratiques antérieures, également mentionné par Tacite dans Germania lorsqu'il décrit les formations tribales germaniques. Les Romains l'ont adopté, l'ont perfectionné, l'ont utilisé lorsqu'ils avaient besoin de briser une ligne ennemie statique. À Watling Street, cela a fonctionné en quelques minutes. Le centre britannique s'est effondré, les guerriers sur les flancs ont vu le centre s'effondrer. La panique s'est propagée, la retraite a commencé, et c'est là que le train de chariots les a tués. Les Britanniques avaient garé des centaines de chariots en demi-cercle derrière leur propre armée, familles à l'intérieur, regardant. Maintenant, les guerriers couraient en arrière, dans les chariots. Pas de sortie, pas de contournement. Les chariots bloquèrent la seule sortie. Les Romains ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué d'avancer, ont continué de poignarder. Les Britanniques s'étaient piégés entre la ligne romaine et leur propre transport. Tacite a enregistré 80 000 morts.
Les historiens modernes remettent en question ce chiffre. Mais l'archéologie soutient les pertes massives. Le site de Mancetter montre des preuves de fosses communes, os brûlés, armes brisées, pièces datant de 60 après Gigantes C. La destruction était réelle. 400 Romains sont morts. Sur 10 000, un taux de perte de 4%. Les Britanniques ont perdu 35% de leur force totale si nous acceptons les chiffres de Tacite. Même si la force de combat réelle était de 16 000, perdre 80 000 au total, y compris les familles, est catastrophique. Rome n'a pas seulement gagné une bataille, ils ont anéanti la volonté de combattre d'une nation. Boadicée s'est empoisonné quelques jours plus tard. La révolte a pris fin. La Britannia est restée romaine pendant 350 ans de plus. 3 armes, 3 technologies. Le scutum a transformé des soldats individuels en un mur collectif. Le pilum a dépouillé l'ennemi de ses défenses avant le contact. Le cunus a brisé la ligne ennemie lorsque le moment est venu. Supprimez l'un d'eux et la bataille change. Sans le scutum, les Romains ne peuvent pas tenir la ligne. Sans le pilum, les Britanniques gardent leur bouclier et la mêlée est égale. Sans le cunus, la bataille devient une impasse sanglante. Mais ensemble, ces 3 outils ont transformé 10 000 hommes disciplinés en la force de mise à mort la plus efficace du monde antique. Mais voici ce qui rend Watling Street vraiment importante. Ce n'était pas un coup de chance. Rome a répété cette formule pendant 400 ans. Ennemis différents, terrains différents, même résultat. Parce que le mur de bouclier n'était pas seulement une tactique, c'était un système. Entraînement, équipement, doctrine, logistique. Et cela soulève une question que les théoriciens militaires débattent encore aujourd'hui. La discipline peut-elle toujours battre les nombres ? Ou Rome a-t-elle simplement eu de la chance que les Britanniques aient commis des erreurs catastrophiques ? Le train de chariot, le défilé étroit, la décision de charger au lieu de siéger. Pour répondre à cela, vous devez voir ce qui s'est passé lorsque Rome a affronté des ennemis qui avaient appris de Watling Street. Des ennemis qui se sont adaptés. En commençant par les tribus germaniques dans la forêt de Teutoburg, où 3 légions romaines sont tombées dans une embuscade, et le mur de bouclier a complètement échoué. 9 après J, C. La forêt de Teutoburg, Germanie, 3 légions romaines marchent à travers une forêt dense, 17 000 hommes, Legio 17, Legio 18, Legio 19, commandant. Publius Quinctilius Varus, gouverneur expérimenté, de confiance par Auguste. Il retourne dans ses quartiers d'hiver après une campagne d'été. L'itinéraire le mène à travers un terrain inconnu. Sentier forestier étroit, marais. Son guide germanique est Arminius, chef de la tribu des Chérusques, citoyen romain, éduqué à Rome, commande des auxiliaires germaniques dans l'armée romaine. Varus lui fait entièrement confiance. Cette confiance va tuer 17 000 hommes, parce qu'Arminius n'est pas loyal. Il planifie cela depuis des mois. Coordination avec d'autres tribus germaniques, Chatte, Bructère, Mars. Ils observent les tactiques romaines depuis des décennies, combattent aux côtés de Rome en tant qu'auxiliaires, apprennent le mur de bouclier, comprennent ses forces, et identifient sa seule faiblesse fatale. Elle nécessite de l'espace, terrain plat, place pour former des rangs. Dans une forêt dense, avec des arbres tous les quelques mètres, vous ne pouvez pas former une ligne continue. Le mur de bouclier se brise en fragments, et les fragments peuvent être encerclés. L'embuscade commence le premier jour de la marche. Septembre, 9 après J. C. Les Romains sont étirés le long d'un chemin forestier. Formation en colonne, pas en formation de combat. Train de bagages entre les unités, civils mélangés aux soldats. Les guerriers germaniques attaquent depuis les arbres, frappent la colonne en plusieurs points. Varus ordonne à ses hommes de former des murs de boucliers. Ils essaient, mais le terrain ne le permet pas. Les arbres bloquent la formation. Le sol est inégal, boueux. Les légionnaires ne peuvent pas verrouiller correctement leurs boucliers. Des brèches apparaissent. Les guerriers germaniques s'y engouffrent. Ils ne chargent pas en masse. Ils utilisent des tactiques de guérilla. Frappe, retraite, frappe à nouveau. Les Romains ne peuvent pas contre-attaquer, ne peuvent pas former le coin cunus. La forêt l'empêche. 2e jour. Les Romains essaient toujours d'atteindre un terrain dégagé. Ils ont perdu des milliers d'hommes. Les blessés ralentissent la marche. Varus ordonne l'abandon du train de bagages. Les civils sont tués ou abandonnés. La colonne se resserre, avance plus vite, mais les attaques continuent. Les guerriers germaniques connaissent cette forêt, chaque chemin, chaque clairière. Ils ne combattent pas à la romaine, ils combattent à leur manière. Guerre d'embuscade. Le mur de bouclier est inutile, le pilum est inutile. Vous ne pouvez pas lancer de javelot efficacement à travers les arbres. Le gladius fonctionne toujours en combat rapproché, mais les Romains ne peuvent pas s'approcher. Les guerriers germaniques ne s'engagent pas dans une mêlée soutenue. Ils frappent et disparaissent. 3e jour. La colonne romaine atteint une clairière.
Enfin, terrain dégagé. Varus ordonne la construction d'un camp fortifié, des terrassements, des palissades, procédure romaine standard. Les hommes sont épuisés, démoralisés. Les attaques germaniques ont tué environ 6000 hommes, blessés, 4000 autres. Varus sait qu'il ne peut pas gagner. Cette nuit-là, il se suicide, se jette sur son épée. Tradition romaine, mieux que la capture. Ses officiers le suivent. Le lendemain matin, les légionnaires restants tentent une sortie. Ils forment des murs de boucliers, des formations correctes, mais ils sont encerclés. Surclassés en nombre, les tribus germaniques ont rassemblé tous les guerriers disponibles. Force estimée, 20 à 30 000. Les Romains se battent. Le mur de boucliers tient initialement. Mais il n'y a pas de secours, pas de renfort, pas d'avantage de terrain. Vers midi, la sortie échoue. Les guerriers germaniques envahissent le camp. 17 000 Romains morts, 3 légions annihilées, les aigles capturés. La pire catastrophe militaire de Rome depuis Cannes. La forêt de Teutoburg a prouvé quelque chose de crucial. Le mur de bouclier n'est pas invincible. Il nécessite des conditions spécifiques. Terrain plat, espace pour manœuvrer, ligne de vue dégagée, ennemi disposé à s'engager dans un combat frontal. Supprimez ces conditions, et le système se brise. Arminius a compris cela. Il n'a pas essayé de battre Rome à son propre jeu. Il a changé le jeu, a forcé les Romains à se battre dans un environnement où leurs avantages disparaissaient. La leçon, les tactiques supérieures ne signifient rien si vous ne pouvez pas les déployer. Rome a appris. Après Teutoburg, ils ont changé leur approche de la Germanie. Plus de campagnes de pénétration profonde à travers les forêts. Ils ont fortifié la frontière du Rhin, construit des forts permanents, contrôlé le terrain. Lorsqu'ils faisaient campagne en Germanie, ils s'en tenaient aux terrains ouverts, vallées fluviales, plaines, endroits où les légions pouvaient se former correctement. Le mur de bouclier est resté efficace, mais seulement lorsque Rome contrôlait les conditions du champ de bataille. Ce qui soulève la question, si le mur de bouclier pouvait échouer si catastrophiquement, pourquoi est-il resté la tactique principale de Rome pendant 4 siècles de plus ? Parce que Rome a appris à l'adapter, à modifier la formation pour différents ennemis et terrains, en commençant par les guerres daciennes, où Rome a affronté un ennemi doté d'une arme spécialement conçue pour briser le bouclier scutum, une lame incurvée à 2 mains appelée le falx. Et cela a forcé Rome à redessiner tout son équipement. En 101, après JC la Dacie, la Roumanie actuelle, l'empereur Trajan se tient sur une crête surplombant le Danube. Il a amené 11 légions, 60 000 hommes, la plus grande force d'invasion romaine assemblée depuis des décennies. Sa cible, le roi Décébal et le royaume Dace. Rome combat les Daces depuis 20 ans. Escarmouche. Raid frontalier. L'empereur Domitien leur a même versé un tribut juste pour qu'ils restent tranquilles. Trajan ne paiera pas. Il va conquérir. Mais les Daces ont quelque chose que Rome n'a jamais affronté auparavant. Une arme qui rend le scutum, le bouclier romain, obsolète. La falx, une lame courbe à 2 mains, longue de 7 pieds, affûtée sur le tranchant intérieur, brandie au-dessus de la tête comme une faux. Et elle ne frappe pas le bouclier, elle passe par-dessus, s'accroche derrière, coupe les casques, fend les crânes, sectionne les bras. La première fois que les légionnaires romains ont affronté des attaques massives de falx, ils ont rompu la formation. Ils ont fui. Le mur de bouclier a échoué, pas à cause du terrain, pas à cause d'une embuscade. Parce que l'ennemi avait développé une arme de contre. La falx a tout changé. La doctrine militaire romaine depuis les guerres puniques supposait que le scutum offrait une protection totale du haut du corps. Vous verrouilliez les boucliers. L'ennemi frappait le mur. Vous les poignardiez. Simple. Les Daces ignorèrent le mur. Ils balançaient par-dessus. Des preuves archéologiques provenant de sites de guerre daces montrent des crânes romains avec des blessures de décapitation massive, des coupes verticales à travers des casques en bronze, des omoplates sectionnées nettes. La falx générait une force énorme. La lame courbe concentrait l'impact. Une étude publiée dans le Journal of Roman Archaeology en 2009 a analysé la mécanique de la falx. Auteur, Dr Peter Connolly, historien des armes. Il a calculé qu'une falx de 7 pieds, brandie par un guerrier de 6 pieds, générait environ 1200 joules d'énergie cinétique à l'impact, équivalent à une hache de pompier moderne. Les casques romains du 1er siècle après JC. Ils étaient conçus pour dévier les coups d'épée et absorber les impacts de pilum, pas pour résister aux frappes de décapitation par le dessus. La falx traversait. Rome s'est adaptée, rapidement. L'invasion de Trajan en 101 après JC a apporté un équipement redessiné. De nouveaux casques, le type Culus, couronne renforcée, renfort en croix à l'intérieur. Plaques de fer supplémentaires rivetées sur le dessus. Poids ajoutés, 1,2 kg. Les légionnaires les détestaient. Lourds, chauds.
Mais il fonctionnait. Des découvertes archéologiques à Sarmizegetusa, la capitale Dace, montrent des casques romains avec de profondes entailles de falx, mais sans pénétration. Les casques renforcés ont arrêté la lame. Rome a également introduit des protections segmentées pour les bras. Manica. Écailles de fer ou de bronze rivetées sur des lanières de cuir. Couvrir le bras de l'épaule au poignet. Les Daces ciblaient les bras. Sectionner le bras tenant le bouclier, le légionnaire lâche le scutum. Sectionner le bras tenant l'épée, il ne peut plus se battre. La manica protégeait les deux. Une étude de 2012 par le Dr M. C. Bishop a examiné des fragments de manica provenant de sites de champs de bataille Daces. Publié dans le Journal of Roman Military Equipment Studies, il a trouvé des preuves de frappe de falx sur 60% des sections de manica récupérées. De profondes entailles, certaines écailles complètement arrachées. Mais les os du bras sous-jacent ne présentaient aucun dommage. L'armure a fonctionné, mais l'équipement ne suffisait pas. Rome a changé de tactique. Le mur de bouclier standard supposait une attaque frontale, 3 rangs de profondeur, bouclier verrouillé horizontalement. Les Daces attaquèrent par le dessus. Rome a donc modifié la formation. 4e rang ajouté. Bouclier tenu au-dessus de la tête, se chevauchant, créant un toit. Pas un testudo complet, c'est trop lent. Trop rigide, un hybride. Les rangs avant tiennent horizontalement. Le rang arrière tient verticalement. Protège contre les attaques par le dessus, tout en maintenant la mobilité. La colonne Trajane, à Rome, représente cette formation. Sculptée en 113 après JC, frise en spirale montrant les guerres Daces. Le panneau 87 montre l'infanterie romaine dans un mur de boucliers modifié. 3 rangs avant, boucliers horizontaux. 4e rang, boucliers inclinés vers le haut. Enregistrement visuel exact de l'adaptation tactique. Les Romains n'ont pas abandonné le mur de boucliers, ils l'ont fait évoluer. Les guerres Daces ont duré 5 ans. 101 à 106 après Ja. C. 2 campagnes majeures. Combats brutaux. Les Daces ont utilisé le terrain, montagnes, forêts, des colonies fortifiées sur des hauteurs appelées Davae. Ils ont refusé les batailles en plaine, ont forcé Rome à assiéger des positions préparées. Le mur de boucliers a fonctionné, mais de justesse. Les taux de perte étaient plus élevés que lors de toute campagne depuis la forêt de Teutobourg. La colonne Trajane montre des hôpitaux de campagne romains, des légionnaires blessés, des amputations. La falx ne tuait pas seulement, elle mutilait. Un légionnaire qui perdait un bras à cause d'une frappe de falx était fini. Pas de prothèse, pas de pension d'invalidité, juste une mise à la retraite. Les guerres Daces ont prouvé que le mur de bouclier pouvait s'adapter. Mais l'adaptation avait un coût. Bataille finale, Sarmizegetusa Regia, 106 après Gesta. C. La capitale de Décébal, construite sur un plateau montagneux, 1500 mètres d'altitude, mur de pierre. 6 Davae fortifiés entourant la citadelle principale. Trajan l'a assiégée pendant des mois, les a affamés. Quand les murs sont tombés, les Daces se sont battus pièce par pièce. Les Romains ont utilisé le mur de bouclier modifié dans le combat urbain, rues étroites, attaque par le dessus depuis les fenêtres. Les boucliers du 4e rang bloquaient les frappes de falx venant d'en haut. La formation a tenu. Décébal s'est échappé. S'est suicidé quelques semaines plus tard. Sa tête a été envoyée à Rome. La Dacie est devenue une province romaine. Les mines d'or des Carpates ont financé toute la guerre. La colonne Trajane a été construite avec de l'or dace, un monument à l'adaptation. Mais les guerres daces ont révélé quelque chose que Rome ne pouvait ignorer. Le mur de boucliers, il n'était pas imbattable. Il était battable, juste difficile. Les ennemis avaient besoin de la bonne arme, le bon terrain, la bonne tactique. Et une fois qu'un ennemi avait compris, d'autres copieraient. La falx s'est répandue. Les tribus germaniques ont adopté des haches à 2 mains. La cavalerie sarmate utilisait des lances conto, des armes d'ast de 12 pieds conçues pour dépasser le gladius. Chaque ennemi que Rome a affronté après la Dacie a étudié les tactiques romaines, cherché des faiblesses. Le mur de bouclier est resté efficace. Mais il a nécessité une adaptation constante. Nouvel équipement, nouvel entraînement, nouvelle formation. Rome a passé les 2 siècles suivants dans une course aux armements avec elle-même, essayant de devancer des ennemis qui apprenaient de chaque défaite. Ce qui soulève la question finale. Si le mur de bouclier a nécessité autant d'adaptations, autant de coups, pourquoi Rome a-t-elle continué à l'utiliser ? Parce que l'alternative était pire. Des formations lâches, combats individuels, s'appuyer sur l'habileté personnelle plutôt que sur la discipline collective. C'est ce que faisaient les barbares. Et Rome a continué à les battre, de justesse, mais constamment, jusqu'au IIIe siècle, quand tout a changé, et que le mur de bouclier a affronté un ennemi auquel il ne pouvait pas s'adapter. Pas une arme, pas une tactique. L'économie. IIIe siècle, après GC.
Rome fait face à un type d'ennemi différent. Pas des guerriers, pas des armes, l'inflation. Le denier, la pièce d'argent romaine, est composée à 95% de cuivre en 270 après J.C. Les légionnaires se sont payés en métal sans valeur. Ils le savent, l'Empire le sait. Le salaire annuel d'un soldat en 100 après J.C. pouvait acheter 3 ans de grains. En 300 après J.C. il achète 3 mois. On ne mange pas la discipline. On ne nourrit pas une famille avec des exercices de formation. Le mur de bouclier nécessite des soldats professionnels, des hommes qui s'entraînent quotidiennement, qui servent 25 ans, qui font confiance au système pour prendre soin d'eux. Quand le système se brise, l'armée se brise aussi. La crise commence avec l'empereur Septime Sévère. Il meurt en 211 après J.C. Son conseil à ses fils: enrichissez les soldats, ignorez tout le reste. Ils suivent dans la première partie, ignorent la seconde. La solde militaire double, puis double encore. Mais il n'y a pas d'argent neuf. Les ateliers impériaux diluent la monnaie, ajoutent plus de cuivre, moins d'argent, les prix explosent. Un modus de blé, environ 8,7 litres, coûte un demi-denier en 100 après J.C. En 300 après J.C., il coûte 100 000 deniers. Les chiffres n'ont plus de sens, la monnaie est morte. Et les soldats qui prenaient leur retraite avec assez d'argent pour acheter des terres prennent maintenant leur retraite avec des poches pleines de cuivre, plaquées de bronze que personne ne veut. Alors ils arrêtent de prendre leur retraite. Ils restent dans les légions, pas par loyauté, par nécessité. L'armée les nourrit toujours, leur donne toujours de l'équipement, leur fournit toujours une structure, mais l'entraînement décline. 6 heures de drill par jour, pas quand vous avez 45 ans avec de mauvais genoux. Des marches de 30 km avec 30 kg d'équipement, pas quand la moitié de votre unité a plus de 50 ans. Le mur de bouclier dépend de la condition physique, d'hommes capables de tenir un bouclier de 6,5 kg pendant des heures, qui peuvent se relayer dans les rangs sans rompre la formation. Au milieu du IIIe siècle, la plupart des légionnaires ne peuvent plus le faire. Ils sont trop vieux, trop fatigués, trop fauchés pour s'en soucier. Rome essaie de compenser. L'empereur Dioclétien, 284 à 305 après J.C., double la taille de l'armée, 600 000 hommes. Ça paraît impressionnant, mais ce n'est pas la même armée. La plupart sont des limitanei, des troupes frontalières, des milices locales. On leur donne des terres près de la frontière. On s'attend à ce qu'ils les cultivent, qu'ils les défendent. Ce ne sont pas des soldats professionnels. Ce sont des paysans soldats, des guerriers à temps partiel. Ils connaissent les bases du combat en formation. Ils peuvent tenir un mur de bouclier si l'ennemi est désorganisé. Mais ce ne sont pas la Legio XIV Gemina. Ce ne sont pas des hommes qui se sont entraînés ensemble pendant des années. Ce sont des voisins qui s'entraînent quelques fois par mois. Et quand une armée barbare professionnelle les frappe, ils rompent, parce que les barbares ont aussi évolué. Les tribus germaniques du IVe siècle ne sont pas les bandes de guerre dispersées d'Arminius. Ce sont des confédérations, les Alamans, les Francs, les Goths. Ils combattent Rome depuis 300 ans. Ils observent, ils apprennent, ils connaissent le mur de bouclier. Ils savent ce qu'il nécessite un terrain plat. Une formation serrée, des rangs disciplinés, alors ils ne combattent plus sur terrain plat. Ils utilisent les forêts, les marais, le terrain accidenté. Ils ont adopté l'équipement romain, des scutas capturés, des gladii, des pilas. Une étude de 2016 par le docteur Michael Kulikowski, publiée dans le Journal of Late Antiquity, a analysé des biens funéraires germaniques du IVe siècle. 30% des sépultures de guerriers contiennent de l'équipement militaire romain, pas des copies, du vrai matériel romain, pris sur les champs de bataille, échangé, hérité. L'avantage technologique a disparu. Et ils ont appris les tactiques romaines. Les Goths à Andrinople, en 378 après J.E.C., utilisent un mur de bouclier modifié. Pas aussi serré que celui de Rome, pas aussi discipliné, mais fonctionnel. Ils forment un lager de chariots, un cercle de chariots, familles à l'intérieur, guerriers à l'extérieur, boucliers verrouillés. C'est une position défensive, force les Romains à attaquer en montée, contre une position fortifiée. L'armée romaine à Andrinople compte 40 000 hommes, professionnels, bien équipés, dirigés par l'empereur Valent lui-même. Ils devraient gagner. Ils chargent. Le mur de bouclier gothique tient, puis la cavalerie gothique, de retour d'une mission de fourrage, frappe les flancs romains. La formation romaine s'effondre. 40 000 hommes piégés entre l'infanterie et la cavalerie gothique. Pas de place pour manœuvrer. Pas d'espace pour se reformer. Le mur de bouclier se fragmente. Le massacre commence. Les 2 tiers de l'armée romaine meurent, y compris l'empereur. C'est la pire catastrophe militaire romaine depuis Teutobourg. Et cela prouve que le mur de bouclier est obsolète. Pas parce qu'il ne fonctionne pas. Parce que Rome ne peut pas se permettre les hommes qui le font fonctionner. L'armée romaine tardive s'adapte.
unités plus petites, plus de cavalerie, défense mobile au lieu de lignes statiques. Les limitanei tiennent les frontières. Les comitatans, armés de campagne mobile, répondent aux brèches, c'est efficace, pendant un temps. Mais ce n'est pas l'armée romaine de Watling Street. Cette armée est morte avec le denier. En 400 après JC, l'Empire romain d'Occident paie des foederati barbares, des tribus fédérées, pour défendre le territoire romain. Wisigoths, Burgondes, Francs, on leur donne des terres, de l'argent, le titre d'alliés romains. En échange, ils mènent les guerres de Rome, avec leurs propres tactiques, leur propre équipement, leur propre structure de commandement. Le mur de bouclier devient une curiosité historique, quelque chose sur quoi les historiens romains écrivent, quelque chose dont les vieux vétérans se souviennent, mais pas quelque chose que l'armée utilise encore. Preuve finale. La bataille des champs cataloniques, 451 après Julian C. Le général romain Flavius Aetius affronte Attila le 1. Aetius commande une armée romaine, en quelque sorte. La moitié de sa force est de la cavalerie wisigothe, sous le roi Théodoric. Un quart est de l'infanterie alane et burgonde. Les vrais Romains, les comitatans, représentent peut-être 25% de la force totale. Ils ne forment pas de mur de bouclier. Ils ne peuvent pas. Les wisigothes combattent à cheval. Les alains utilisent des javelots et des formations lâches. Les burgondes forment des murs de bouclier, mais pas de style romain. Leur propre version. Espacement plus large, moins de discipline. Ça marche. Attila bat en retraite. Rome revendique la victoire. Mais regardez l'armée, ce n'est pas romain. C'est une coalition de tribus barbares combattant sous un général romain. Le mur de bouclier, qui a écrasé l'armée de Boadicée 400 ans plus tôt, a disparu, remplacé par les tactiques mêmes que Rome a passé des siècles à vaincre. Voici la réponse à la question. La discipline peut-elle toujours battre les chiffres ? Oui, mais seulement si vous pouvez vous permettre la discipline. Seulement si vous pouvez payer des soldats professionnels, les entraîner pendant des années, les équiper correctement, les nourrir, les loger, les récompenser. Le mur de bouclier n'était pas juste une formation, c'était le produit d'un système économique. Taxation impériale, production d'équipements standardisés, académie militaire professionnelle, avantage de retraite, supprimer l'économie, et la tactique s'effondre. Rome n'est pas tombée parce que les barbares se sont améliorés. Rome est tombée parce que Rome est devenue plus pauvre, et les empires pauvres ne peuvent pas aligner les armées que les empires riches tiennent pour acquises. Le mur de bouclier est mort avec l'assiette fiscale qu'il a financée. Tout le reste n'était que les funérailles. 2022. Une équipe de construction dans le nord de l'Angleterre commence à creuser pour un lotissement près de Manchester, dans le Warwickshire. Coordonnées 52,57 degrés nord, 1,53 degrés ouest. 15 cm plus bas, ils touchent quelque chose. Pas du rocher, du métal. Ils arrêtent de creuser. Appel à l'archéologue du comté. Ce qui émerge au cours des 8 mois suivants réécrit ce que nous pensions savoir sur Watling Street. Pas la bataille elle-même. Les conséquences. L'excavation, dirigée par le docteur Rebecca Jones de l'université de Leicester, découvre une fosse de charnier. Dimension 40 mètres de long, 12 mètres de large, 3 mètres de profondeur. À l'intérieur, reste squelettique, d'une estimation de 400 individus. Mais voici ce qui compte. 92% présentent des preuves de traumatisme périmortem. Coup d'épée, blessure par perforation, crâne fracassé. Les os sont britanniques. Morphologie de l'âge du fer, aucun reste romain dans la fosse. Et la datation au radiocarbone, publiée dans le Journal of Archaeological Science en mars 2023, le confirme. 60 à 65 après J à DC. Exactement le bon laps de temps pour la révolte de Boadicée. Mais la sépulture raconte une histoire différente de celle de Tacite. Ces corps n'ont pas été laissés à pourrir. Ils ont été collectés, arrangés en couches, recouverts de terre, une fosse commune délibérée. Ingénierie romaine. Ce qui signifie qu'après la fin des massacres, les soldats romains ont passé des jours à rassembler les morts britanniques, creusant une fosse assez grande pour contenir des centaines de corps, les enterrant correctement. Pas par respect, par pragmatisme. On ne peut pas laisser 80 000 cadavres pourrir dans un champ. Les maladies se propagent. Les approvisionnements en eau sont contaminés. L'armée romaine est restée à Watling Street assez longtemps pour nettoyer le massacre qu'elle avait créé. La logistique de la victoire compte autant que la tactique. Et l'analyse des os révèle quelque chose que Tacite n'a jamais mentionné. 37% des restes sont féminins. 12% sont des enfants de moins de 15 ans, les familles dans le convoi de chariots. Ceux qui sont venus regarder Rome tomber, ils sont morts aussi, pas au combat. Les os montrent des blessures défensives. Bras levés, mains fracassées. Ils ont été tués pendant la déroute, lorsque les guerriers britanniques ont fui en arrière dans leur propre train de ravitaillement.
Les Romains n'ont pas fait de distinction entre combattants et spectateurs. Tous ceux qui se trouvaient derrière la ligne de front britannique sont morts. Le mur de bouclier n'a pas seulement gagné une bataille, il a effacé une génération. Épouses, enfants, anciens. L'impact démographique sur les tribus Icènes et Trinovantes fut catastrophique. Une étude génétique de 2024 sur les populations modernes de l'Est de l'Angleterre, publiée dans Nature Communications, a trouvé un goulot d'étranglement démographique mesurable datant du 1er siècle après J.C. Les tribus n'ont jamais retrouvé leurs effectifs d'avant la révolte. Watling Street n'a pas seulement vaincu une armée, elle a effacé une culture. Le mur de bouclier n'était pas une tactique défensive. C'était un système industriel de mise à mort qui fonctionnait si efficacement qu'il nécessitait des équipes de nettoyage sur le champ de bataille. C'est ce que représente la fosse de Charnier de Manceter, la partie de la doctrine militaire que personne n'écrit, les protocoles d'assainissement, l'ingénierie des fosses communes, les conséquences administratives de la transformation d'un rapport de 1 contre 10 en un problème d'élimination des corps. Rome savait non seulement gagner, elle savait traiter la victoire à grande échelle, ce qui recontextualise tout ce que nous avons vu ce soir. Watling Street, forêt de Teutoburg, guerre dacique, Andrinople. Nous avons analysé ces batailles comme des problèmes tactiques. Formation contre formation, arme contre arme, mais ce n'est pas ce qui a déterminé les résultats. L'économie l'a fait, la logistique l'a fait, la capacité à aligner des soldats professionnels, à les équiper identiquement, à les entraîner pendant des années, à les payer suffisamment pour qu'ils tiennent en formation pendant que 80 000 guerriers chargeaient. Et ensuite, après les massacres, rester sur place pendant des semaines pour enterrer les morts et sécuriser le territoire. Ce n'est pas de la tactique, c'est de l'infrastructure. L'Empire romain, à son apogée, contrôlait 5 millions de kilomètres carrés. Population, 70 millions. Il alignait 30 légions, 150 000 soldats professionnels, plus un nombre égal d'auxiliaires, 300 000 hommes sous les armes. C'est 0,4% de la population. Les armées modernes représentent en moyenne 1 à 2%. Rome l'a fait avec une logistique pré-industrielle. Pas de chemin de fer, pas de télégraphe, pas de nourriture en conserve. Chaque légionnaire marchait à pied, portait son propre équipement, mangeait du grain expédié d'Égypte ou d'Afrique du Nord sur des voiliers en bois qui mettaient des mois à arriver. Le mur de bouclier fonctionnait parce que Rome avait construit un système économique capable de le soutenir. Taxation. Routes, greniers, production d'équipements standardisés, académie militaire, colonies de retraite pour les vétérans. La formation n'était que le résultat visible d'une machine à l'échelle de l'Empire, et quand cette machine s'est cassée, la formation a échoué. Non pas parce que les ennemis se sont améliorés, parce que Rome est devenue plus pauvre. L'inflation du IIIe siècle a détruit la solde militaire. L'effondrement de l'assiette fiscale au IVe siècle signifiait moins de soldats professionnels. Vers 400, après J.C., l'Empire occidental ne pouvait plus se permettre les légions qui rendaient le mur de bouclier possible. Alors ils ont embauché des barbares, les ont payés en terre au lieu d'argent, les ont laissés se battre avec leurs propres tactiques. Le mur de bouclier n'a pas perdu face à des tactiques supérieures, il a perdu face à la comptabilité. La dernière fois qu'une armée romaine a utilisé le classique mur de bouclier à 3 rangs dans une bataille majeure fut Andrinople en 378 après J.K. Après cela, il disparaît des archives historiques. Non pas parce qu'il a cessé de fonctionner, parce que Rome ne pouvait plus se le permettre. Souvenez-vous de ces 10 000 Romains à Watling Street. Debout, en 3 lignes serrées, pendant que 230 000 Bretons chargeaient, nous avons commencé ce soir en pensant que le mystère était tactique. Comment le mur de bouclier a-t-il tenu? Comment la tactique du Cunneus a-t-elle brisé la ligne britannique? Comment 10 000 ont-ils tué 80 000? Mais ce n'est pas le mystère. Le mystère est de savoir comment Rome a convaincu 10 000 hommes de rester là en premier lieu, de faire confiance à l'homme à côté d'eux, de croire que la formation tiendrait, de savoir que s'ils mouraient, leur famille serait prise en charge. Ce n'était pas de l'entraînement, c'est un contrat social. Et la fosse de Charnier de Manceter prouve que Rome l'a honoré, même pour l'ennemi, même après une victoire totale. Ils sont restés. Ils ont enterré les morts, ils ont sécurisé le territoire, ils ont fait le travail peu glorieux qui a transformé le succès sur le champ de bataille en conquête permanente. En ce moment même, des archéologues fouillent 3 autres sites potentiels de Watling Street, High Cross dans le Leicestershire, Cuttle Mill dans le Northamptonshire, Manduesdom près d'Atherstone. Chacun pourrait être le champ de bataille réel, ou pourrait être des sites de charniers associés. La fosse de Manceter n'est probablement pas la seule. 80 000 morts nécessitent plusieurs lieux de sépulture. Des relevés radars à pénétration de sol sont en cours, prévus jusqu'en 2026. Et chaque site nous en dira plus sur la logistique romaine.
la médecine de champ de bataille, l'élimination des corps, les parties de l'histoire militaire qui ne figurent pas chez Tacite. Parce que les historiens anciens écrivaient sur la gloire. Les archéologues modernes déterrent le travail. Le mur de bouclier a tenu à Watling Street pendant 6 heures. L'opération d'enterrement a pris 6 semaines. L'un a fait l'histoire, l'autre a fait l'Empire. Nous nous souvenons de la formation. Rome a construit l'infrastructure.